Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. Normalement, nous avons 4 invités, mais il y en a un qui est bloqué dans les embouteillages avec des manifs de taxi. Et nous avons toujours 2 sujets, des coups de gueule et des coups de cœur. Alors, je commence par les invités. La chaise vide, que vous ne voyez peut-être pas à l'écran, c'est François Martin. Il est en route. Autrement, on a Laurent Izard qui est là. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Laurent vient de m'offrir, avec une très jolie dédicace que je garderai pour moi, son dernier livre qui s'appelle « 365 raisons d'aimer la France et les Français ». Alors, vous allez le voir, il va s'incruster à l'écran. Laurent, qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre ? Eh bien, le fait qu'on dit beaucoup de mal de notre pays actuellement. Il y a une espèce de French bashing, de dénigrement systématique de notre pays. Et il m'a semblé intéressant de montrer qu'on avait quand même fait des belles choses dans notre histoire et encore aujourd'hui quand même. Ok, et effectivement, enfin, je prends au hasard le 23 janvier 1835 est publiée la première partie de l'ouvrage majeur d'Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique. Eh oui, un ouvrage majeur et qui a eu un écho bien au-delà de nos frontières. Ok, et le 15 juillet en 1840, Jean-Baptiste Gaudin, dont tout le monde connaît les poêles, obtint le brevet de fabrication d'un poêle à charbon en fonte. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce cadeau. Je suis très touché. J'espère que ça va... J'espère que ça va se vendre et j'espère que ça va intéresser. Dans tous les cas, moi, ça m'intéresse. Allez, je fais sauter les sujets. Jacques-Georges, bonjour. Bonjour Franck. Et Guylaine Ménessa est le 4e. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, et les 2 sujets, c'est quoi ? Les 2 sujets, c'est un constat, la désindustrialisation de la France. Donc, on va faire une première partie sur la désindustrialisation. Comment on en est arrivé là. Et on aura Jacques-Georges qui nous parlera de son expérience professionnelle, parce que c'est de sa faute. Je vous expliquerai pourquoi. Bien sûr. Bien sûr. Beaucoup contribué. Bien entendu. Et la deuxième partie de ce premier sujet, ce sera les pistes pour la réindustrialisation. Le deuxième sujet sera quant à lui sur la fin de vie, sur le texte qui est en train d'être voté à l'Assemblée nationale, et puis vos opinions à chacun, vos vécus sans doute, et puis vos perspectives sur ce que vous pensez. Est-ce que ça va se faire et est-ce que ça s'appliquera ? Allez, et puis on aura bien sûr des coups de gueule et des coups de cœur. Vous pouvez nous faire confiance. À tout de suite. Allez, premier sujet, désindustrialisation d'abord, réindustrialisation en deuxième. En fait, c'est une prise de conscience qui me semble assez récente. Hein. C'est d'une part la pandémie, deuxièmement l'histoire de Trump qui, lui, commence à augmenter les droits de douane pour inciter l'industrie à rester ou à revenir aux États-Unis. Et il y a l'Europe au milieu de ça qui semble un peu les bras ballants. Donc on va regarder ce sujet-là de manière approfondie. Et le premier qui prend la parole, c'est Laurent Izard. Bien, je dirais tout d'abord que, à mon sens, le processus a commencé beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'on a un processus de désindustrialisation depuis une bonne 40aine d'années. C'est ça. Qui n'est pas propre à la France, mais qui est davantage accentué sur la France. Alors il y a des facteurs qui sont communs, qui sont bien connus d'ailleurs. Hein. Déjà la tertiarisation de notre économie, hein. Il y a moins d'industrie dans l'économie. Et puis il y a la concurrence des pays asiatiques. Le choix des services. Hein. La tertiarisation, voilà, ça veut dire qu'on a fait en France le choix d'un pays de service. Pas qu'en France, mais particulièrement en France. Parce que en France... s'est ajouté un processus, c'est-à-dire qu'on a eu, depuis, je dirais, une 30aine d'années, une espèce de consensus vers un mouvement de désindustrialisation. On a pensé que notre économie, ça serait très bien si c'était une économie sans usine. Voilà. Alors, il y avait un consensus de la part des politiques, mais aussi des industriels. Alors, on a beaucoup cité M. Tchuruk là-dessus, mais en réalité, il n'était pas le seul, hein, loin de là. Et puis, les économistes aussi ont suivi le mouvement. Hein. Beaucoup d'économistes pensaient qu'une France sans usine, c'était très bien, parce que c'était pas l'avenir. L'avenir, c'était la production en Asie, et la France, on faisait autre chose. Seulement, aujourd'hui, on se rend compte que l'industrie est complètement essentielle, à la fois pour notre souveraineté, mais aussi pour la création de richesses. Et on essaye timidement de revenir en arrière. Mais pourquoi, selon vous, à un moment, parce que, effectivement, mais Tchuruk, c'est
c'est pas si ancien que ça, hein. De mémoire. C'est les années 90. Ah bon, ça commence à avoir 30 ans. Ouais, ok, je pensais que c'était il y a 10-15 ans. Ok, et pourquoi à ce moment-là, et sans doute avant, hein, dans les années 70 aussi, parce que j'ai l'impression, moi, que ça a plus de 40 ans, cette histoire. Mais pourquoi à un moment, on a pu croire qu'il n'y avait plus besoin d'usines et qu'en gros, ce serait un pays de consommateurs d'un côté et sans doute d'ingénieurs de l'autre, donc des gens hautement qualifiés? Parce qu'on a pensé tout simplement que le combat était perdu d'avance. Ce qui n'est pas vrai pour moi. D'accord. Et on a cru qu'il y aurait une espèce de division internationale du travail avec d'un côté les pays producteurs et de l'autre côté les pays qui auraient l'intelligence, l'innovation, la création. Seulement, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'en réalité, les pays asiatiques aujourd'hui sont passés maîtres en matière d'innovation, de création, de recherche, et donc nous devancent à peu près dans tous les secteurs. Vous savez, il y a plus d'investissements en recherche-développement en Chine que dans toute l'Europe. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un problème très lourd de compétitivité. Vous savez, on paye une électricité 2,5 fois plus cher que les Chinois ou que les Américains. C'est un vrai problème. En fait, on n'a pas un environnement... Alors qu'en France, on a du nucléaire, bien sûr, qui est censé nous donner au minimum de l'autonomie. On produit une électricité moins chère, mais on vend une électricité plus chère aux industriels. Voyez. Voilà. Alors ça, c'est pas tenable. Et c'est pas le seul facteur. Il y a aussi le poids de toutes les normes qui sont imposées à nos industriels, le coût du travail, le droit du travail. Il y a de multiples facteurs en fait qui constituent autant de boulets aux pieds pour nos industriels qui ne sont pas aujourd'hui en mesure de lutter contre leurs concurrents étrangers dans beaucoup de secteurs. Guylain, est-ce que, à votre avis, on a vraiment péché par vanité, par esprit de supériorité, en pensant que l'Europe, qui avait été le maître du monde, resterait le maître du monde industriel, culturel, comme toujours, quoi? Alors, il y a énormément on a tellement de statistiques et de chiffres qui témoignent de la désindustrialisation et du ravage, en fait. Terrifiant. C'est terrifiant. En France, c'est terrifiant. Franchement, on prend qui que ce soit, quelque expert que ce soit, à chaque fois, on a l'impression qu'on creuse un désastre, une apocalypse, je veux dire, qui a, je trouve, une particularité, c'est qu'elle reste mystérieuse. C'est-à-dire que les gens se sont réveillés après le Covid en se disant comment on a pu en arriver là. On a l'impression que ça s'est fait dans le dos de tout le monde, qu'on n'avait pas vraiment conscience, que c'est presque un phénomène naturel. Vous savez, et que c'est arrivé. Et on se réveille aujourd'hui. Comme on perd ses cheveux. Comme on perd ses cheveux. C'est une espèce d'entreprise. Clair, on dirait qu'on vit vous savez, une espèce de gueule de bois, mais sans souvenir qu'on a picolé. Donc, c'est assez curieux. J'y vois, alors, je vais essayer de prendre du champ rapidement, et au risque d'être un peu caricatural, je pense qu'il y a 2 éléments qui me paraissent fondamentaux. Laurent en a parlé déjà, il l'a déjà dit, mais je pense qu'il faut creuser à la racine. Je pense qu'on a péché en croyant, peut-être de bonne foi, qu'on irait finalement produire chez les pauvres et faire des services chez nous, tout simplement. C'est-à-dire qu'on avait une main-d'œuvre mondialisée à bas coût, que nous n'aurions plus besoin de subir cette industrie qui pue. Vous voyez, là, je prends un bon vieux lexifiement de la gauche. Hein, la gauche, mais ça, j'y reviendrai peut-être plus tard. La gauche ne veut plus parler le langage des ouvriers depuis longtemps et le langage de l'industrie. C'est quelque chose c'est une grande mutation qui va aussi derrière la question terranovienne, de Terra Nova, vous savez, qui avait dit de toute façon, les ouvriers ne sont plus à gauche, autant parier sur la diversité et les minorités. Je pense que tout ça est lié à cette mutation dans l'univers industriel qu'on n'a plus voulu voir. On s'est dit qu'on allait vivre dans un océan de services entre nous, tranquillement, tout serait beau, gentil, bienveillant. Et que les pays producteurs resteraient sans formation, sans instruction, et qu'en gros, ils étaient juste bêtes à produire, on va dire, mais pas assez intelligents pour un jour nous rejoindre. Vous savez, c'est ça aussi ? Exactement, vous savez, très fou. Simplement, Franck, j'avais 17 ans quand j'ai découvert Houellebecq. J'ai lu Plateforme, mon premier Michel Houellebecq, après je me suis tout tapé très rapidement. Bref, et quand on lit Plateforme, j'avais 17 ans, j'ai compris. C'est-à-dire que le désastre de la désindustrialisation, il est dans son viseur, et tout est clair dans le fait on s'est suicidé. On s'est littéralement suicidé avec une espèce de tranquillité. C'est l'autolyse. Mais deuxième élément, attendez, juste un mot sur l'Europe. Ce qui me frappe toujours aujourd'hui, et ça fait peut-être le lien avec la réindustrialisation, derrière laquelle on est en train de courir, semble-t-il, mais à mon avis, c'est très embryonnaire. L'Europe, l'Union européenne, la construction européenne a été fabriquée par des gens
Jean Monnet en premier lieu, qui est un adorateur de la City, un type qui pensait que demain, ce qui comptait, c'est la bourse, les flux financiers, et que tout ça est un monde d'hier. Et je suis certain que le code génétique de la construction européenne, on en vit les ravages aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, les industries, c'est le temps d'avant, qu'on est parti dans un temps d'après. Le temps d'après, c'est qu'on va vivre entre nous, paisiblement, l'ère de la paix, sous le protectorat américain sur la question de la guerre notamment, et du fait que de toute façon, on exporterait, on vivrait de services entre nous. C'est-à-dire qu'il y a un lien, à mon avis, entre l'ère du temps dont on s'est fait un petit peu les champions et une construction européenne qui marche sur la tête depuis le départ. Je comprends très bien. Je vais juste partager avec vous une expérience. Il y a quelques années, je suis allé dans les Vosges pour des raisons professionnelles vers une usine de textile. Eh bien, j'ai traversé des villages entiers où il y avait eu des usines de textile, où il y avait d'ailleurs d'assez beaux bâtiments en briques. Et tous ces bâtiments étaient fermés. Et je suis arrivé dans une usine de textile semblable à toutes les autres, fermée. Celle-ci survivait parce qu'elle était capable de fabriquer sur la même chaîne un t-shirt pour Carrefour, c'est le patron qui me l'a dit, et un t-shirt pour Hermès. Et d'innover. Et d'avoir le clé. savoir-faire pour faire du t-shirt très rapidement à la machine et du t-shirt bord des mains pour Hermès. Absolument. Mais ce qui m'avait surtout frappé, c'était cette désertification. Et je pensais qu'aux gens, moi je me disais, mais les gens, comment ils vivent par là? Exactement. Et il n'y a pas que dans les Vosges. Et il n'y a pas que dans les Vosges. Jacques-Georges. Oui, je souscris à tout ce qui a été dit déjà avant, évidemment, notamment. Mais on n'a pas prononcé le mot de l'écologie. L'écologie, nouvelle formule, c'est une écologie très spéciale qui méprise l'ouvrier. Alors donc ça, effectivement, il faudra en parler un peu plus tard. Et puis, je voudrais tout de suite dire aussi que c'est un phénomène européen et occidental, mais il y a de grosses exceptions. Moi, je suis pas citoyen suisse, mais je suis très souvent en Suisse et je peux vous dire qu'en Suisse, l'industrie se porte très bien. Absolument. Alors que ce sont les mêmes. Oui. Bon. Donc, en Suisse, dans le nord de l'Europe, Danemark. Absolument. Donc, il n'y a pas de fatalité. Oui. Il n'y a pas de déterminisme absolu. Fou. Tout ce qui a été dit, c'est vrai, mais la France est particulièrement bon élève dans la décadence. Alors, moi, je voudrais apporter un témoignage. Il se trouve que, à l'occasion de ce sujet-là, je me suis repenché un peu sur ma carrière. Moi, pendant 25 ans, j'ai été mêlé personnellement, depuis 73 jusqu'à, en gros, 97, j'ai été mêlé directement à ce sujet-là. J'ai commencé, mais enfin, il y a très longtemps, entre 73 et 79, j'étais directeur financier de la grosse filiale française d'une boîte américaine de multinationale de 80 000 salariés, 800 en France. J'y suis resté 6 ans et j'ai quitté. Pourquoi ? Parce que on a vendu l'usine française et nous passions du statut de manufacturing entity, c'est-à-dire une unité qui produisait, à un bureau de vente. Voilà. Et pourquoi ? Ça, si j'avais le temps, j'aimerais vous expliquer, mais une des raisons, pas la seule, mais une des raisons, c'est que j'ai passé mon temps avec mes collègues européens, j'avais des collègues dans tous les grands pays, je faisais une réunion par an, pour expliquer les bizarreries de la réglementation française. Nous étions les seuls à poser des problèmes de clearing. On avait des clearings mensuels de trésorerie. Oui. Nous étions le seul pays qui posait problème. Nous étions le seul problème qui avait une réglementation douanière tellement complexe qu'on ne pouvait pas la respecter. Et donc j'ai passé 2 ans avec des hautes responsables. Le clearing, c'est quoi ? Le clearing, c'est des paiements intercompagnies à l'intérieur du groupe. Voilà, okay. C'est à la fin du mois. Ça se passait en Suisse, mais enfin... Et ça, c'était une particularité française. Ah, c'était français. Il y avait qu'en France qu'il y avait un problème. Ouais. De même en douane, il y avait un seul pays qui posait problème, c'était la France, comme par hasard. Ouais. Donc, je pense que tout ça c'était 73-79. C'était sous Giscard. Ouais. Ça veut donc dire que le problème de la surréglementation française, il est très, très vieux. Il est très ancien. Ouais. Il est très ancien. Et ce respect... Bon, les Américains, ils ont dans leurs défauts, je les connais très bien, ils sont très légalistes. Ils sont très légalistes, ils respectent la loi à la lettre. Lorsque j'ai signalé qu'il y avait un problème douanier, que personne ne connaissait, que j'avais détecté, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont envoyé des troupes d'auditeurs, etc. Pendant 2 ans, on a bossé là-dessus. On est allé se confesser au ministère des Finances français, qui nous a absous d'ailleurs, parce que
Parce que même savent que c'était impossible de respecter la réglementation, tout simplement. Voilà. Bon, on a fait, là, il nous reste 6-7 minutes. Je voudrais quand même dire Jacques. encore, et c'est pas ma seule expérience, c'est ma première, mais ensuite, j'ai été directeur financier d'une filiale de Charbonnage de France. Là, inutile de vous dire que ça s'est mal terminé, évidemment. Ouais, il y a eu le choc pétrolier de 73-79 qui avait redonné une compétitivité au charbon. Et puis, naturellement, quand ça s'est inversé, c'est le contraire. Et puis, le charbon est mal vu par les écolos pour des raisons, d'ailleurs, un peu hypocrites, entre parenthèses. Mais enfin, bon, malgré tout, ça peut se comprendre. Donc, ça s'est mal terminé. Et puis, bon, si j'avais le temps, je vous expliquerais. Jacques, pendant 25 ans, j'ai lutté contre la désindustrialisation et je constate le désastre d'aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est, on a fait un constat qui est extrêmement pessimiste. Et je dois vous dire, en préparant ce sujet, ça m'a vraiment mis le moral dans les chaussettes. Ah oui. En revanche, je vois qu'il y a une sorte de prise de conscience. Il me semble qu'il est plus que temps. Et qu'il y a un petit rebond. Est-ce qu'on peut tracer des pistes pour que ça aille mieux ? Peut-être pour redonner un peu le moral aux auditeurs et à moi. Il y a une prise de conscience qui est déjà pas mal. Oui. Enfin, Laurent, et puis après... Non, mais on a parlé de rebond industriel, effectivement, on en parle beaucoup, mais en réalité, c'est du flanc. Le sommet de Choose France, par exemple, là, qui a pour but vient de de se promouvoir... terminer. Bon, il s'y passe pas grand-chose, en réalité. Le fond du problème... il n'empêche qu'on constate depuis plusieurs années que la France est le premier pays d'investissement ou de destination d'investissement ou de désir d'investissement des entreprises. Mais moi, ce que je me tue à dire depuis des années, c'est qu'il faut distinguer entre les investissements créatifs, quand une entreprise étrangère vient s'installer en France, crée une industrie, crée de l'emploi, c'est très bien. Je préfère que ce soit chez nous plutôt qu'ailleurs. Mais beaucoup d'investissements étrangers, ce sont des investissements de prédation. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'en être tellement fier, même si on peut parfois sauver des emplois. Quand vous dites prédation, c'est quoi ? C'est captation d'un savoir-faire, par exemple ? Oui, savoir-faire, entreprise. Les Chinois ont été champions. Hein. Non, c'est pas les Chinois qui sont les champions, c'est les Américains d'abord, les Hollandais aussi, voilà. Mais ceci dit, le résultat est le même. Les entreprises en question, elles sortent parfois partent de France, parfois on délocalise, parfois on fait des plans sociaux. Enfin, on capte le savoir-faire et à l'arrivée, il y a très peu d'emplois qui sont sauvés. Laurent, le rebond... De prestation avec notre accord, souvent. Souvent avec notre propre autocomplicité. Tout à fait. Messieurs, le rebond, c'est aussi une question d'autonomie de la France et de l'Europe. Bien sûr. C'est aussi une manière de retrouver de la puissance, retrouver de la richesse pour pouvoir payer les changements qui s'annoncent. Parce que la guerre en Ukraine a des conséquences parce qu'il faut réarmer. Et pour réarmer, il faut du budget. Il y a un changement écologique. On peut en dire ce que l'on veut, il n'empêche que ça va demander des adaptations, donc coûter de l'argent. Donc tout ça, c'est s'il n'y a pas d'espoir, on va rester sur le bord de la route. Mais précisément, le problème... Guilain. Franck, à l'instant, vous venez d'employer un mot, le mot problématique, le mot qui tue. Vous dites, il faut un changement. Oui. Et effectivement, on sent un frémissement. Les débats ont lieu, on va dire ça comme ça. Même si vous savez, je pense toujours à Philippe Muret, vous savez, le débat, le débat et le faux débat. On a quand même beaucoup de faux débats et très peu de vrais débats en France. Mais admettons. Là-dessus, quand vous dites changement, pourquoi je dis que c'est le mot qui tue ? Pour une raison toute simple. Et je suis désolé de faire une fixation, c'est peut-être ma façon de réagir, peut-être parce que je suis juriste de formation, tout de même je réagis comme ça. Le verre est dans le fruit. Et c'est certainement pas ceux qui ont planté le verre qui vont continuer, qui vont permettre de trouver l'antidote. Je m'explique. Emmanuel Macron, mais il n'est pas du tout le seul. Si on prend les chiffres sur la désindustrialisation, le constat est accablant. On a notamment un bilan dramatique sous Jacques Chirac. Ça veut dire qu'en 1995, le fameux le retour de la droite, quoi qu'on pense de Jacques Chirac en réalité après, n'a rien donné. Au contraire, la désindustrialisation s'est accélérée sous Jacques Chirac. Les chiffres sont accablants. Attendez. Ce qui signifie que lorsqu'on pense changer de logiciel, changer la manière de penser, c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait réfléchir désormais en se disant que l'industrie est fondamentale. Donc ça veut dire qu'il faudrait croire qu'Emmanuel Macron, un peu plus de 40 ans, qui a été biberonné à l'ère du service. Précisément, c'est un homme des services. Lui-même, il vient de cela. Il pense comme cela. Il suffit de se taper Le Traître et le Néant de David-Lhomme et tous les bouquins sur Emmanuel Macron pour comprendre son logiciel mental. Ce qui veut dire qu'à mon avis, ce qui se passe depuis 3-4 ans, on s'en est rendu compte lorsqu'on s'est rendu compte en France qu'on ne pouvait plus faire de masques lorsqu'il y avait le Covid, on ne savait plus rien faire. Terrible. En fait, on s'est rendu compte qu'on était dépendant du monde entier. Il faut croire que l'homme de la souveraineté européenne,
c'est-à-dire l'homme de l'oxymore. Souveraineté européenne, ça n'existera jamais, même dans les rêves les plus fous, des idéaux, je veux dire, des idéalistes invraisemblables. Il faudrait que l'homme de la souveraineté européenne devienne l'homme de la souveraineté française, et qu'il arrive à se dire qu'on remplace les services par l'industrie. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il passe pas seulement son chemin de Damas, il faudrait une mutation, génétique. Il faudrait que ce devienne un autre homme. Donc pourquoi mais attendez, derrière Franck le Leclerc, blocage, c'est quoi? C'est le politique? Mais le blocage, c'est que notre univers, je dis souvent la même chose, Emmanuel Macron est l'homme de l'ère du temps. Et depuis quelques années, l'ère du temps est en train de subir un changement fondamental. On prend une autre route. L'homme de la route initiale, qui a été choisi en France pour faire en réalité ce que les autres faisaient depuis des décennies, qui nous a amenés dans le mur. Il a été élu pour faire le contraire même de l'industrialisation, pour poursuivre la désindustrialisation. Il faudrait croire que les mêmes vont prendre une autre route. Pour moi, c'est impossible. Donc soit on change de matrice idéologique complète et on reprend à zéro, un restart absolu. Je le dis même en anglais, je ne devrais pas. En fait, c'est compliqué parce que est-ce que quelqu'un en France est capable d'entendre qu'il faut faire la révolution? Mais à mon avis, beaucoup de gens en France se rendent compte. Mais à mon avis, beaucoup. Ouais. Vous savez, je pense que le français, le citoyen français, se rend largement compte avec ses petits yeux que tout a été fait n'importe comment, notamment dans ce domaine, depuis 80 ans. Il n'y a que la liquidité des prétendus intellos, je veux dire, ou la liquidité des prétendus experts, qui leur fait croire que les Français n'ont rien compris. C'est comme le référendum, vous savez, tout le monde sait répondre oui ou non à une question, tout le monde a compris la question, mais on nous abreuve de gens qui nous disent les questions sont trop compliquées, personne ne saura y répondre. À mon avis, les gens savent très bien répondre à une question de cette nature. Absolument. Jacques-Georges. Moi, j'ai quelques pistes. Guillain est toujours très brillant. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours des idées que je partage, notamment sur un point quand même, c'est dédouaner l'Europe de tout ça. Parce que les défauts français, ils n'ont pas besoin de l'Europe pour exister, et même pour en général en rajouter. C'est quasi. Nous avons créé l'Europe. Nous avons créé l'Europe, oui, mais l'Europe, enfin, ça c'est un gros sujet, ça mériterait d'en parler en profondeur, mais l'Europe, à mon avis, est tout à fait innocente dans enfin, pas tout à fait. En tout cas, l'Europe est dans l'ère du temps aussi, elle subit l'influence notamment française dans des tas de sujets, notamment celui-là. Il y a un pays qui est actuellement en crise, c'est l'Allemagne. Et pourtant, beaucoup de gens pensent que l'Allemagne, et de spécialistes de l'investissement, entre autres choses, pensent que l'Allemagne a une grosse capacité de rebond. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne garde une capacité d'emprunt énorme, environ 1000 milliards, qu'elle va d'ailleurs assécher les marchés monétaires pour emprunter, et que ça va lui permettre de changer son modèle économique. Mais pourquoi est-ce que la Suisse prospère ? Pourquoi est-ce que l'Europe du Nord prospère, y compris en industrie ? Et pourquoi pas l'Allemagne ? L'Allemagne a effectivement une faculté de rebond parce qu'elle a des moyens financiers, c'est exact, mais c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que nous avons globalement en Europe et surtout en Europe du Sud perdu tout avantage concurrentiel. Je crois que c'est ça, le point fondamental, c'est ça. Nous n'avons plus que de l'industrie de moyenne gamme. Ça, c'est quand même un point fondamental. Le moyenne gamme, c'est celui qui va nulle part actuellement. Nous n'avons plus d'innovation. Nos universités ne sont plus au niveau, ou en tout cas pas dans la bonne direction. Et maintenant, avec Nord Stream, nous avons accepté Pearl-Harbor, parce que c'est Pearl-Harbor, Nord Stream. Nous l'avons accepté sans protester, je dirais. Et c'est ça c'est un assassinat. De l'industrie européenne, il n'y a même pas eu de protestation. Oui, mais personne ne voulait plus acheter l'énergie russe l'Europe, à cause de la guerre. Moi, je suis persuadé qu'à long terme, et même à moyen terme, l'Europe ne peut exister sur le plan industriel et sur d'autres plans que dans le cadre d'une alliance étroite et profonde avec la Russie. Sans la Russie, nous fait changer de sujet, nous sommes foutus. Voilà. Moi, c'est ce que je pense fondamentalement. Le problème de la confiance envers la Russie, je ne sais pas comment une partie de l'Europe va pouvoir le retrouver dans les 10, 20, 30... Il faudrait un De Gaulle et un Adenauer. Je ne les vois pas pour le moment. Moi non plus. Juste une seconde, excusez-moi Laurent. Si on prend l'Allemagne, il y a une chose qui est fascinante. Je vis en Alsace, donc je constate la différence de perception. J'ai été élevé dans un environnement, encore une fois en Alsace, où nous avons l'habitude, chez nous, désolé de dire chez nous, on a l'habitude de concevoir le rapport au ce que les Allemands appellent le Feinmechaniker, c'est-à-dire l'ouvrier spécialisé. Pour eux, c'est un statut social enviable, respectable. C'est les gens qui savent ce que c'est la filière apprentissage, les lycées professionnels, etc. Nous envisageons, et je suis désolé, c'est encore le cas. Et c'est pas qu'une question de droite-gauche, mais les politiques français
et je mettais Chirac dans le même sac quasiment que la gauche, ont une espèce de refus de considérer le monde ouvrier comme un monde respectable. On l'a mis sous le boisseau. Ouais. Donc il faut commencer par remettre en valeur un monde que nous avons décidé de mettre de côté, et une fois qui est largement lié à la question de la France périphérique, la question des territoires, etc. Une fois que cette matrice aura changé, mais vous voyez, on ne peut pas le faire avec les mêmes, on pourra ensuite réfléchir au monde de l'industrie tel qu'il est. On va devoir passer au deuxième sujet. Il y a eu quand même, c'est moi qui vais conclure, il y a eu quand même un retour de l'apprentissage, il y a eu quand même des tentatives pour valoriser... On n'a pas d'avantage concurrentiel et on ne pourra pas en avoir à court terme. Ça, c'est un vrai sujet. Et le seul moyen, c'est de protéger nos entreprises. Bien sûr. On ne pourra pas s'en sortir sinon. Aujourd'hui, on est acculé à un néo-protectionnisme. Ce qui est un aveu de faiblesse, mais est incontournable. Je suis étonné que ce sujet du protectionnisme n'arrive alors qu'on n'a plus le temps. Parce que effectivement, on voit bien que c'est quand même un des chemins qu'on va devoir... Mais c'est détestable en soi. Mais c'est aujourd'hui indispensable. Oui, sinon, nous allons crever. En même temps, se protéger, est-ce vraiment si indigne? Protection intelligent. Ouais. L'Allemagne l'a fait dans son temps. Ça peut arriver. Aussi, ça s'est très bien passé. Absolument. Bon, allez, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. Et François Martin, lui, est arrivé, donc on va l'installer. À tout de suite. Bonjour à tous, et je salue François Martin qui s'est extirpé de la manif des taxis. Voilà. Bien sûr. Bon, merci François d'être là. Ouais. Alors, le deuxième sujet, c'est le débat de la fin de vie. Débat qui arrive, on a le sentiment, en dernière phase, au minimum à l'Assemblée nationale, puisqu'on est en train de voter les premiers amendements, et que la fin du débat est prévue pour la fin mai. Et je pense que c'est un sujet de société fondamental. Je sais que pour avoir fait un petit tour de table avant de commencer, qu'il y a des avis divergents. C'est Guylain qui commence. Guylain, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez concerné? Parce que autour de cette table, vous êtes le plus jeune, donc vous pouvez vous dire que ça vous concernera à la Saint-Glinglin. Écoutez, Franck, c'est très simple. Je pourrais commencer en faisant comme tout le monde le fait aujourd'hui, c'est-à-dire à basculer dans les les questions personnelles. C'est-à-dire qu'on a vécu, personnellement, j'ai eu affaire à cela. Ma mère m'écoute certainement, et on a eu la mère de ma mère, ma grand-mère est décédée à la maison, ce qui signifie qu'après 2 ans, je veux dire, dans des circonstances invraisemblables, évidemment, la question ne s'est pas posée à l'époque pragmatiquement, puisque la loi n'était pas votée, mais je pense que dans une situation telle que celle-ci, dans cette configuration, quelqu'un aurait fini par le proposer. Vous voyez, on aurait été dans ce cas de figure. Mais c'est pas comme ça que j'aborde le problème. J'essaye de ne pas réfléchir avec mon cœur, avec les tripes. Je pense que c'est la dernière des choses à faire dans ce genre de situation, parce que sinon, c'est le prix des larmes. On va tous tomber dans le panneau et on va être tous d'accord avec, globalement, l'ouverture du débat. Je m'explique. Si je dépassionne, ou si on tente de rationaliser le débat plutôt, 2 points me semblent fondamentaux. 2 points. Premier point, beaucoup de gens en parlent, je vais être très court. Je pense quand même qu'il y a quelque chose comme une rupture anthropologique. Qu'on le veuille ou non, il y a une rupture anthropologique. Et le fait que le Parlement, que les parlementaires soient associés à une telle rupture, d'avoir le droit, d'une manière ou d'une autre, de confier, de donner mandat à donner la mort, me pose un problème. C'est une rupture, qu'on le veuille ou non. Je n'ai pas dit nécessairement qu'elle est mauvaise. Je dis que c'est une rupture, il faut l'enregistrer comme telle, quelles que soient les positions de chacun. Premier élément. Ensuite, le vrai élément de réflexion, et c'est pas pour faire du en même temps ou éviter de répondre à la question, la dernière des choses à faire pour moi, c'est de confier au législateur le soin de trancher ce genre de questions. Pour une raison simple. Vous êtes avocat. Oui. Si ce n'est pas le législateur, qui va s'emparer du sujet? Moi, j'aimerais, vous savez, qu'on en revienne à, je disais tout à l'heure, Philippe Muret en souriant, et je vais redire Philippe Muret sans sourire. Dans l'envie du pénal de Philippe Muret, il dit quelque chose de très juste. C'est que nous sommes aujourd'hui inondés d'injonctions à combler tous les vides juridiques.
combler les lacunes, combler les vides, trouver des lois, répondre aux demandes. Je pense qu'en réalité, ce genre de questions intimes, douloureuses comme elles soient, douloureuses comme elles le sont toujours, doivent relever d'une zone grise, d'une façon de gérer en famille, d'une façon de gérer dans un, comment dire, à l'abri du regard inquisiteur de la loi. Je pense que de toute façon, quand le législateur vient, derrière le juge va débarquer, forcément, il faudra interpréter la loi. Et quels que soient les garde-fous qu'on aura demain, la jurisprudence va ouvrir les vannes. Et de plus en plus, c'est comme ça dans tous les domaines, on finit dans 40 ans par faire le contraire que ce qu'on était censé faire 40 ans avant. Ce qui est terrifiant, c'est qu'on a ce modèle d'ouvrir toujours plus dans tous les domaines, et vous verrez que si demain, tous les parlementaires nous disent « vous inquiétez pas, on ne tuera pas telle personne, on ne va pas ouvrir le doigt à telle personne, on va trouver toutes les modalités du monde », je vous jure que dans 40 ans, un juge va dire « on a le droit de le faire », un autre juge va dire finalement on va ouvrir, un autre parlement nous dira finalement on va encore ouvrir, et on finira par liquider des gens qui ne l'auront pas vraiment demandé dans des situations qui n'étaient pas celles prévues en 2025. Mais pour l'instant, vous êtes d'accord avec moi pour dire, et là j'ai relevé que l'article 4 demande à ce qu'il y ait des conditions d'accès cumulatives, donc je vais les citer, être majeur, être capable d'exprimer sa volonté de manière libre et éclairée, être atteinte d'une affection grave et incurable, être en phase avancée ou terminale et présenter une souffrance physique ou psychique réfractaire au traitement ou insupportable. Pour le moment, on peut dire qu'au minimum dans cet article, c'est assez encadré, non ? C'est toujours la même chose. Pour l'avortement. Oui. Exactement. Vous faites le parallèle, hein ? Bah oui, totalement. On peut faire le parallèle avec l'IVG, on peut aussi faire le parallèle avec le mariage pour tous, où finalement il y a eu énormément de débats annonçant une forme d'apocalypse. Et les garde-fous sautent les uns après les autres. Même ces garde-fous, à mon avis, sont très, très, très excessifs. Nous parlons de quoi ? D'une liberté à conquérir. Nous parlons de quelque chose de nouveau. Nous sommes en train de parler de quelque chose. En gros, le discours dominant, c'est consiste à dire on touche pas à ça parce qu'il y a trop de danger derrière. On ouvre la boîte de Pandore. Bon, c'est pas valable. Moi, à mon avis, c'est un raisonnement que je peux comprendre, mais que je n'admets pas. Pour une raison très simple, c'est que nous parlons de la liberté suprême, qui est de décider souverainement des modalités et de la date de sa propre mort. Et ça, je crois que ça, c'est quelque chose il est impensable, il est monstrueux pour moi de remettre ça en cause. Hein, je voudrais citer Sioran, tiens. Est-ce que vous voulez qu'on cite Sioran ? Philippe Moret et Sioran, Oui, mais moi j'aime beaucoup Sioran. Messieurs, vous avez j'aime beaucoup Sioran. En gros, Sioran a dit, je ne vais pas citer, mais en Sioran disait qu'il ne survit que par la possibilité de la mort, du suicide à n'importe quel moment. Ça, j'adore beaucoup ça. Moi, ça me convient très très bien. Et il ne faut pas oublier, une fois encore, que nous parlons d'une liberté, et de la liberté la plus importante, qui était question de dignité, qui est question de... Jacques, vous êtes favorable à l'avancée? Je suis favorable à cette loi beaucoup plus, et même beaucoup, très au-delà. Je pense qu'il ne suffit pas d'être mourant et d'être au bout pour arrêter des souffrances. Je pense qu'on doit pouvoir être libre des raisons, des modalités et du temps de sa propre mort. Mais c'est pas ça dont il s'agit. Alors, si, quand même. Non, il ne s'agit pas de liberté. François Martin. Alors, il y a un premier point préalable dont personne ne parle, c'est le coût, en fait, des soins médicaux. Oui. La moitié, globalement parlant, la moitié du coût des soins médicaux d'une personne, d'une vie, c'est les 15 derniers jours. Ah, moi j'avais un... Ok, voilà. Pour moi c'était 90% dans... Ok, mais voilà. On doit... Les 15 derniers jours, donc ça montre déjà l'enjeu financier derrière les belles paroles et les beaux trucs, l'enjeu financier qu'il y a derrière... Vous pensez que ce serait une raison cachée, faire des économies? Elle est totalement majeure. C'est drôle parce que je l'entends pas. On l'entend pas parce qu'on entend parler des gens honnêtes. Mais derrière, vous pensez que les gens qui nous gouvernent, ils n'ont pas une machine à calculer dans la tête, comme ils l'ont dans l'autre domaine. Il faut vraiment les prendre pour des imbéciles. Oui, mais alors, je dirais ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Les soins palliatifs, c'est pareil, c'est de l'économie aussi. Laissez-moi répondre d'abord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est... Moi, j'entends toujours mourir dans la dignité, mais j'entends pas qui c'est qui fixe les termes et qui c'est qui fixe les éléments de la dignité. C'est dit dans la loi.
Attends, Non. qui c'est qui fixe les éléments de la dignité? Les gens comme le professeur Touraine disent ouvertement qu'il faut rentrer, mettre un coin dans le principe pour commencer, mais que pour l'instant, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas les mineurs, qu'il n'y ait pas, etc., et que leur objectif, c'est d'élargir très largement. Non, la dignité, c'est vous qui la définissez, non? Non. Tout simplement. Non pas pour que les gens soient libres de décider, mais pour qu'il y ait des gens qui décident les critères qui sont ceux de la mort. Si moi je Vous pense... vous opposez là, hein, absolument, avec Jacques, absolument. Parce que Jacques lui dit c'est moi qui décide. Non, c'est pas Jacques qui décide, Si, puisque c'est ce qu'il dit. on veut. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. On veut légiférer. Moi, j'empêche personne de se suicider s'il en a envie. Pourquoi faut-il obliger les médecins à le faire pour vous? Pourquoi obliger la communauté en général et en totalité à vous tuer? Parce qu'ils ont le savoir-faire et les produits pour le faire. Sinon, sur le marché gris dont parlait Guilain, il y a plein de choses qui circulent. La vraie mais question, comment savoir c'est pour moi, on est dans un système totalitaire aujourd'hui. On est dans un système. Le problème, c'est qui c'est qui fixe les critères de la dignité. Moi, le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, là, qui n'arrête pas de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, moi, je pense que sa façon de voir les choses est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Est-ce que je pense que si lui, il est moralement ou psychologiquement dérangé, je peux faire en sorte que les règles dans la dignité, de la mort dans la dignité, soient telles qu'on puisse l'éliminer? Non, mais vous voulez décider pour lui. La question, c'est Jacques Georges et lui-même. J'ai oublié son nom, mais dit je veux décider pour moi. Mais c'est ce qu'on est en train de dire là. On n'est pas en train de parler de chacun décide. On est en train de fixer les critères de la dignité dans la loi actuellement. On essaie. C'est ça qu'on est en train de faire. Laurent Isard, il y en a un qui n'a pas parlé. Laurent Isard. Bon. Trois choses que je voudrais dire. La première, on n'arrive pas sur un terrain vierge juridiquement. Il y a la loi Leonetti en 2005, il y a la loi Crespi-Leonetti en 2016. L'ensemble... Qui elle-même a été face à de très nombreuses oppositions, qui étaient d'ailleurs les mêmes qui sont actuellement opposés à... c'est ça qui est intéressant. Mais à l'arrivée... Les mêmes défendent maintenant les soins palliatifs alors qu'ils les combattaient avant. Opposaient. C'est intéressant. Hein. Et ce que je voudrais dire, c'est que le droit positif, aujourd'hui, à mon sens, réalise quand même un équilibre tout à fait intéressant entre, d'un côté, l'acharnement thérapeutique excessif et d'autre côté, la mort provoquée et parfois prématurée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je voudrais dire... sur les questions de dignité et de liberté, qui sont effectivement des éléments centraux. Moi, ma conviction sur la dignité, c'est que tout être humain est digne, depuis le début jusqu'à la fin. Quelle que soit sa richesse, quel que soit son niveau de santé, quelle que soit sa souffrance, quelle que soit sa situation, il reste digne en tant que personne humaine. C'est intrinsèque à la personne humaine. Et quant à la liberté, c'est vraiment un critère important, liberté de choix. Je veux choisir ma mort, je veux choisir le moment, je veux choisir si ma qualité de vie est suffisante. Mais en réalité, c'est une fausse liberté. Parce que quelqu'un qui est en souffrance physique et psychologique, et à qui on propose uniquement, soit tu continues de souffrir, soit tu choisis l'euthanasie. Bon, eh bien, forcément, il va choisir l'euthanasie. Mais en réalité, c'est effectivement un faux choix, une fausse décision. C'est pas ça le choix qui est proposé, Laurent. Ça sera ça. C'est un système qui s'ajoute à ce qui existe actuellement. Ça sera ça parce qu'il y a une très mauvaise prise en charge de la plupart des malades en fin de vie. Et du coup, cette mauvaise prise en charge conduit les gens à préférer mettre fin à leur vie. Vous savez, dans les unités de soins palliatifs... le soin palliatif pour tous, on va dire. Mais une chose très importante. Qui ne souffrent plus disent « Ah ben je ne voulais pas mourir, je voulais qu'on s'occupe de moi ». Et vous savez, dans les unités de soins palliatifs, on ne demande pas à mourir. Personne ne demande à mourir. Moi, j'ai vécu ça et par mes parents aussi, je voyais des gens qui étaient sereins parce qu'il y avait une bonne prise en charge à la fois médicale et psychologique. Il y a une dernière chose que je voudrais dire. Et là, je ne vais pas citer Sioran, mais je vais citer peut-être Albert Camus, c'est moins bien, mais bon. C'est pas mal, un prix Nobel, on prend. Quand une loi ne dit pas les choses, n'emploie pas les mots, il y a un loup quelque part. Et la loi ne parle pas d'euthanasie, elle parle d'aide à mourir. Alors on fait des distinctions subtiles en disant qui appuie sur le bouton, etc. Mais la problématique est strictement la même. Hein. Alors Camus, il dit, vous connaissez la citation, un mal nommer les choses, c'est ajouter aux malheurs du monde. Et ne pas les nommer, ne pas parler d'euthanasie, c'est nier notre humanité. Voilà. Moi, j'en resterai là. Guilain et Jacques. Vous savez... On discutait à l'instant de la question de la dignité. Alors,
Ça me gêne toujours qu'on aborde cette... pas ici, je parle de la loi et des débats parlementaires, qu'on aborde la question de la dignité humaine. Vous savez d'où vient la dignité humaine ? Et là, on voit le renversement des mots en quelques décennies. La dignité humaine a été mise au forceps dans le droit, on va dire. Il y a d'autres choses que ça, je caricature un peu, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par réaction à la Shoah. Ça veut dire que les Allemands ont pensé le concept de Menschenwürde, donc de dignité humaine, au travers de leur réaction à la barbarie nazie. En disant plus jamais ça. On ne peut plus tolérer que l'individu soit mis, que tel individu juif, tzigane, ça soit mis en camp de concentration. Et aujourd'hui, on est en train de parler de dignité humaine pour justifier la fin de vie. C'est-à-dire qu'on a complètement tordu la notion pour en faire dire l'exact contraire de ce qu'on en disait à l'époque. On l'employait dans un sens protecteur, pas offensif. Désormais, la dignité humaine sert à réclamer plus de droits à ou plus de liberté à se donner la mort d'une manière ou d'une autre. Et là où je suis, peut-être que je suis, vous disiez jeune, peut-être que je suis trop vieux, c'est possible, je ne sais pas, à la limite je m'en fous. Je ne supporte plus, je pense que j'ai beaucoup de mal à le supporter, que la discussion sur ce genre de notions fondamentales soit une discussion sur « je veux »,« je réclame »,« j'ai droit à ». On n'a pas de droit créance immédiat. Il y a des choses qui dépassent très largement la volonté individuelle. On a peut-être le droit d'acheter des bonbons, on a peut-être le droit de vouloir plus de bonheur, on a peut-être un droit à un bonheur, d'ailleurs, qui est dans la Constitution américaine et plus ou moins dans les droits de l'homme, extensif en français, mais c'est un autre débat. Je ne crois pas que d'admettre l'extension illimitée d'un droit créance, de réclamer d'un droit à finir sa vie, et surtout de réclamer que l'État pallie à la chose, c'est-à-dire réclamer que l'État intervienne et le législateur intervienne pour donner une loi pour avoir le droit de le faire. Je pense, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut tolérer des zones grises qui sont compliquées, plus que d'attendre que l'État et la loi fassent la chose. Il y a quelque chose qui me semble, au fond, assez... Vous savez, quand l'État prend en charge la vie humaine dans sa globalité jusqu'à la mort, je commence à me poser beaucoup de questions sur ce qu'on est en train de faire. Jacques Georges, je sais que vous avez des positions. En fait, vous êtes 3 contre 1 d'une certaine manière, autour de cette table. Non, mais moi je comprends toute la noblesse du point de vue opposé. Je le comprends. Ce n'est pas le mien, mais je le comprends et je le respecte. Mais il s'agit d'une liberté, une fois encore. Moi, je crois qu'on n'aborde pas le fond de la question. Le fond de la question, quand vous entendez des catholiques convaincus, militants, etc., ils vous disent 2 choses. En réalité, qui n'expriment pas à la radio, mais qu'ils pensent et qu'ils disent de temps en temps confidentiellement. Premièrement, l'homme n'est pas maître de son destin. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est seul légitime à décider de la naissance et de la mort. Déjà. Et puis, deuxièmement, encore pire, la souffrance est rédemptrice. Ça, je l'ai entendu une fois sur Radio Courtoisie, je ne cite pas l'émission, je l'ai entendu dit comme ça, la souffrance est rédemptrice. C'est le fond de la question, vous pensez que c'est notre terreau chrétien qui fait qu'en France, on est si en retard parce que finalement, on est, bien sûr, on est un des derniers à bouger. On est inhumain à force de soi-disant sainteté. Je dirais que celui qui refuse de soulager la souffrance de quelqu'un qui va de toute façon mourir, soit c'est hors de question, qui va de toute façon mourir, c'est le contraire de la charité. Voilà, c'est tout. C'est inhumain, c'est monstrueux. Pour moi, c'est monstrueux. Messieurs, ce que vous dites est totalement contraire à l'Église. Regardez Mère Teresa. Toute sa vie, ça a été de soigner les mourants, justement. Donc, le message de l'Église dit exactement le contraire de ce que vous dites. François, on va devoir s'arrêter parce qu'on a dépassé... Ça dépend. Messieurs, je sais, on a beaucoup parlé sur le sujet précédent. On a malheureusement moins de temps sur celui-ci. J'entends votre frustration. Là, je vois Laurent qui est triste de ne pas avoir pu... Non. Je pense que... Écoutez, je vais prendre un engagement. Alors, peut-être que ce ne sera pas avec vous. Parce que, comme vous l'avez vu, ceux qui nous écoutent et nous regardent, les équipes tournent. Mais on va revenir sur ce sujet quand il aura été voté à l'Assemblée nationale. On remettra le... Mais on va dire quand on l'aura voté, okay. C'est-à-dire s'il est voté. Non, mais voilà, c'est absolument. Même si tu voiles. Non, c'est pas que j'anticipe. Non, mais c'est parce que j'anticipe, parce que je sens la tendance.
Et je sens aussi ce qui vient de la société. C'est un des sujets que j'aurais aimé qu'on aborde, l'opposition entre les politiques et la société, parce que Dieu sait, quand on interroge les gens autour de soi, à quel point ils sont favorables à ces réformes. Mais encore une fois, pardon, hein, on va en rester là. On va passer au coup de gueule et au coup de cœur. Donc rendez-vous dans quelques secondes pour les coups de gueule et les coups de cœur. Et c'est Guylain qui s'y colle. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour à tous, les coups de gueule et les coups de cœur vont s'enchaîner assez rapidement. C'est Guylain qui s'y colle. Vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur pour commencer ? Coup de cœur. Alors, on avait déjà parlé cinéma avec vous, oui. Franck, mais actuellement sur Arte, jusqu'à juin, je crois, 16 juin, il me semble, est disponible à la demande, vous savez, en replay, le film Lili Marlène de Rainer Werner Fassbinder. J'en ai vu la bande-annonce hier, bizarrement. Début des années 80, chef-d'œuvre de Fassbinder. Alors moi, j'aime beaucoup Fassbinder depuis longtemps. Je ne connaissais pas ce film-là. Et c'est absolument formidable. C'est un bijou disponible. Et c'est un bijou qui retrace l'histoire de la chanson Lili Marlène. Avec Anna Schygoula. Avec Anna Schygoula, exactement. La chanson Lili Marlène au travers d'une romance entre la chanteuse. C'est une biographie fantasmatique, fantasmée de la chanteuse qui a vraiment existé et qui tombe amoureuse d'un juif. Et donc, évidemment, tout l'enjeu va être de tenter de s'aimer par-delà la situation conflictuelle. Je vais un peu vite. Mais c'est vraiment un film absolument formidable, à la fois sur le contexte, sur la façon dont on dépeint, je trouve, le nazisme. C'est vraiment un film très ambigu sur les personnages, parce qu'on ne sait pas à qui s'attacher. Il n'y a pas vraiment de très bons et de très méchants et de très gentils. C'est des zones grises qui s'interpénètrent. Et ça annoncera, pour moi, ça a 20 ans d'avance sur un grand film, 20 ans d'avance d'ailleurs, sur un grand film qui sortira 20 ans plus tard, qui est une sorte d'écho, qui est Black Book de Paul Verhoeven. Et il me semble qu'avoir les deux films ensemble, Lili Marlène, Black Book, on a deux films somptueux sur le nazisme, la Seconde Guerre mondiale et la trajectoire des fois grise, les biographies grises des gens qui ont traversé ce genre de situation. Magnifique, et vous avez tenu la minute 30, alors écoutez, c'est sur le fil en plus, hein. Bravo, mais ça donne très envie, merci. Votre coup de gueule ? Alors coup de gueule, c'est non pas sur l'intervention d'Emmanuel Macron le 13 mai dernier, mais un double coup de gueule sur deux choses liées, ou deux événements liés à cette soirée, les 3 heures de Macron. Alors, Macron a fait son show, tout le monde en a parlé, mais j'ai deux coups de gueule spécifiques dans ce cadre-là. Premièrement, j'ai trouvé quand même qu'en dehors de Robert Ménard, nous avions quand même eu les élèves et le maître. On en dira ce qu'on veut, et j'ai entendu que les Français sont sceptiques vis-à-vis de la performance de Macron, mais tout de même, je suis persuadé que s'il se présentait en 2027, il ne peut pas, hein, mais il gagnerait. Il a réussi 1 an après la dissolution à nous faire croire qu'il était encore là. Il est spectral, il n'a plus de pouvoir, le régime s'est parlementarisé, il n'a plus rien à faire en France depuis 1 an. Pour moi, il aurait dû démissionner d'emblée. Mais il est là, on discute du sexe des anges, mine de rien. Il y a une absence de caractère offensif, je veux dire, c'était très très tranquille. Et le deuxième coup de gueule, c'est que je pense, je vous avais dit, Franck, avant l'émission, que j'aurais aimé en parler, mais on n'a pas eu le temps ce soir, enfin aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que cette sortie d'Emmanuel Macron sur 2032 ? Je trouve que tout le monde a été, on est passé bien vite sur cette idée de se dire, finalement, et s'il revenait, ça veut dire qu'on pourrait jouer une espèce de politique française qui se résumerait au retour d'Emmanuel Macron, à la poursuite avec Édouard Philippe. Ce serait fascinant. On enregistrerait une bonne fois pour toutes la mort de la politique, la mort de l'alternance et la mort de la démocratie. Je trouve ça fascinant que ça ait été évoqué tranquillement, en fin de soirée, ce 13 mai, et que personne n'ait vraiment réalisé ce que ça signifie à terme. Magnifique, merci beaucoup. Et une fois de plus, vous avez tenu la minute 30. Jacques-Georges, vous avez un sacré maître à côté de vous. Mais pour oui, le temps, c'est pas facile de passer après Guylain. Hein. N'est-ce pas, Non, Alors, coup de gueule, alors coup de cœur. j'espère m'en tirer quand même. Mais alors, faites pas le faux modeste. D'habitude, les coups de gueule, ce sont des gros coups de gueule. Oui. Et les coups de cœur, ce sont des consolations tirées du passé. En gros, hein, c'est ça le schéma général. Moi, je voudrais déroger un petit peu à ça cette fois, en adressant mon coup de gueule et mon coup de cœur à la même, c'est-à-dire à l'Union européenne. Ok. Alors, dans une perspective, je dirais, identitaire européenne. Hein. Moi, je me rattache plutôt à l'école d'Alain de Benoît et de Le Gallou et de, je sais pas, de... Vous allez donc avoir 2 fois 1 minute 30, hein. C'est ça le truc, hein.
Okay. Oui, alors bon, les coups de gueule, c'est-à-dire l'Union européenne, tu dérailles. Alors là-dessus, je pourrais, comme on serait d'accord pour dire tout ce qui ne va pas. Ouais. Hein, les droits de l'homme entendus comme l'immigration de masse, l'état de droit qui dérive sur la dictature des juges, l'agenda de Lisbonne complètement raté, les sanctions contre la Russie qui sont une sanction d'abord contre nous-mêmes, le bellicisme récent là, dans lequel on verse, et puis le gel des avoirs russes, tout simplement pour nous plomber nos possibilités de récupération à long terme. Voilà. Donc, sur ce plan-là, c'est un total, ça, je suis entièrement d'accord. Mais ça, je dirais... Donc là, c'est la partie coup de gueule qui c'est la partie coup de gueule. Maintenant, il y a la partie coup de cœur. Malgré tout, quand même, je prends de la hauteur et je suis peut-être un peu rêveur. Je sors peut-être un peu de la réalité, mais il en faut. L'Union européenne, c'est quand même une construction nouvelle qui vaut ce que vaut toutes les constructions humaines juridiques. Malléable, avec tous les défauts, avec toutes les erreurs de casting et tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, pour moi, l'Union européenne, c'est quand même le rêve, c'est quand même la suite de l'Empire romain, des cités grecques, du Saint-Empire romain germanique, et même de l'Empire d'Autriche-Hongrie, dont je suis très nostalgique, parce que je pense que c'est un rêve qui, pour moi, surpasse tout le reste. Et je dirais que toutes les objections qu'on vient de dire, pour moi, ça ne compte pas par rapport à ça. C'est un grand dessein, et c'est la seule réalisation dont ma génération peut s'enorgueillir. On a fait toutes sortes de trucs divers et variés, plus ou moins valables, en général pas très valables d'ailleurs, mais quand même on a fait ça. Alors si j'avais le temps de développer, je le ferais. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est un coup de cœur très paradoxal. C'est un cri d'amour même, presque. Oui, c'est très intéressant. Ce sera peut-être quand même, il faudrait à un moment trouver le temps pour faire une émission sur ceux qui aiment l'Europe et ce que vous aimez dans l'Europe et ceux qui n'aiment pas l'Europe. Ah oui. Et peut-être d'ailleurs d'avoir comme vous une position contrastée. Hein. Bien. Merci. Laurent. Ça serait Charlemagne à ce moment-là, c'est ça. Allez, elle Laurent. En a vraiment l'étoffe, hein, on voit. Laurent Izard. En tout cas, l'Union européenne ne nous protège pas. Bouffez pas votre temps, Laurent. Bouffez pas votre temps. Vous avez 2 fois 1 minute 30. C'est juste un petit Alors enchaînement. vous commencez par un coup de gueule ou un coup de cœur? Voilà, un coup de gueule. Un coup de gueule. Pour dire que l'Union européenne ne nous protège pas contre l'envahissement de notre pays par la fast fashion, c'est-à-dire la mode à petit prix et à petite qualité, on va dire. Alors, vous savez, là, j'ai pris des chiffres. Chaque jour, savez-vous combien de colis arrivent de Chine en France avec des produits textiles? Des dizaines de milliers ou des centaines de milliers? 2,2 millions. Non. Voilà. Ah oui. Alors, chaque jour, 800 millions de colis chaque année. Alors, c'est des entreprises comme Shein, comme Temu, il y en a quelques autres. Voilà. Et à tel point que la filière française de recyclage de seconde main de textile est en train d'exploser. Ils ont des entrepôts qui sont pleins, ils ne savent plus où mettre les vêtements. Ce sont des vêtements qui ne sont pas recyclables, tellement ils sont de mauvaise qualité en plus. Voilà. Alors, évidemment, c'est agréable d'acheter un t-shirt à 2 €, c'est agréable d'acheter un jean à 10 €, mais la réalité, c'est quoi? C'est que ces produits, d'abord, sont fabriqués dans des conditions lamentables, avec des salariés qui sont réduits à des conditions inhumaines, quasi d'esclavage. Et puis ensuite, les produits textiles, comme ils sont de mauvaise qualité, 85% ne respectent pas les normes européennes. Donc, il y a des problèmes pour la santé, même des problèmes d'utilisation de produits chimiques. Et puis, si on ajoute à ça que, finalement, cette production, elle achève de tuer notre filière textile, vous en parliez tout à l'heure. Voilà. Et puis, notre petit commerce aussi. Hein, on voit toutes les marques qui disparaissent les unes après les autres, hein, Jennifer, Pinky, Camailleux, etc., etc. Donc voilà, moi je pense qu'il faut mettre un point d'arrêt, surtout que les colis qui arrivent de Chine, je dépasse, les colis qui arrivent de Chine, eh bien, ils ne sont pas taxés ou très peu, et c'est tout à fait anormal. Merci. Je vais ajouter Je vois une étiquette Made in China. Non, il n'y en a pas. Je vais ajouter une chose. Il n'y en a pas. Je vais ajouter une chose, c'est que normalement, les vêtements de seconde ou troisième main partent en Afrique et que maintenant, en Afrique, l'industrie du textile local, hein, les boubous n'existe plus parce que finalement, on trouve le t-shirt à quelques centimes sur le marché et donc les gens ne produisent même plus localement. C'est terrible. Alors, votre coup de cœur maintenant. Un petit coup de cœur pour les salariés de l'entreprise Duralex. Alors, vous connaissez cette entreprise. C'est elle qui fabrique ces jolis verres que vous connaissez. Voilà. Voilà.
Duralex, hein, c'est Drex, ouais. Oui. Mais enfin bon, le jeu de mots est toujours très intéressant. Ils ont failli y passer. Hein. Ils ne se cassent pas, ils Je sont vais le chercher, incassables. je vais le chercher. Non, il n'y a pas besoin. Ils sont en verre trempé. Et étant en verre trempé, ils ne se cassent pas. Voilà, normalement. Voilà. Je Voilà. confirme. Alors, tout ça, J'ai l'impression d'être dans une émission de Canal+ dans les années 80 où on faisait des échats. Alors, vous voyez, c'est superbe ce qu'ont fait les salariés parce qu'ils ont investi leurs économies, hein, et c'est un pari risqué parce que tous les spécialistes, les consultants disent que cette entreprise n'a aucun avenir. Ouais. Résultat, finalement, le tribunal de commerce a autorisé la création de la SCOP, la reprise par les salariés, et ça se passe plutôt bien. Ils visent des marchés maintenant en Asie, ils visent des marchés aux États-Unis, et c'est quelque chose de fantastique parce que c'est une entreprise qui est emblématique. Notre industrie, c'est pas seulement la haute technologie, c'est aussi finalement des verres, des produits au quotidien, et il faut pour ça qu'on puisse faire continuer à produire. Merci beaucoup. Je viens d'avoir le réflexe de l'élève, j'imagine qu'on l'a tous eu à la cantine, c'est qu'on avait tous des verres Duralex à l'école et que normalement il y avait un petit chiffre et on disait « t'as quel âge ?» Ouais, alors ça c'est fini un petit peu. Ça c'est fini, hein, dans ouais. celui-ci ça n'existe pas. Merci, je suis d'accord avec vous qu'il faut soutenir les Duralex. Bravo. Merci Laurent. François Martin. Alors, moi, j'ai un coup de gueule absolu. C'est contre Netanyahou, bien entendu. Toute sa clique de tueurs, Ben Gvir, Smotrich, tous ceux qui les suivent et tous ceux qui les justifient. L'ambassadeur d'Israël à la télévision hier qui disait mais non, il n'y a pas de famine à Gaza. La preuve, c'est que c'est le Hamas qui va chercher et qui affame volontairement des enfants pour pouvoir prendre des photos pour dire qu'ils sont affamés. Voilà où on en est. Donc, cet ambassadeur aurait même mieux fait de se taire ou de ne rien dire plutôt que de dire ça, alors que le monde entier est soulevé d'horreur. Et derrière, l'autre coup de gueule, ce sont tous nos dirigeants qui se sont dépêchés dès le premier mois de la guerre en Ukraine à voter des sanctions, qui en sont au 19e ou au 20e paquet de sanctions, et qui là sont encore en train de se gratter la tête. J'ai l'impression que la décision a été prise aujourd'hui enfin, mais depuis 18 mois, de savoir s'il faut non pas vraiment sanctionner Israël, mais remettre en cause le partenariat entre l'Europe, etc. C'est totalement inacceptable pour moi. Quelle que soit la politique que l'on veut, il y a des choses qu'on voit. Bon, voilà. Donc ça, c'est mon coup de gueule. Merci. Et il a fait 1 minute 30. Vous êtes dans la ligue de Guilain. Absolument. Allez François, on continue. Et mon coup de cœur, c'est le pape. Oui. Je me posais beaucoup de questions. Le nouveau, hein ? Le nouveau. Okay. Je me posais beaucoup de questions sur cet homme. J'ai essayé de savoir un peu si c'était plutôt un pape de gauche ou un pape de droite. Non pas que ça soit la seule chose qui compte sur un pape, bien au contraire, mais le pape est aussi un homme politique et sa vision du monde est très importante, bien entendu. Il peut faire beaucoup de bien ou beaucoup moins de bien selon la façon dont il voit les choses. Pour moi, le pape François a laissé l'Église en ruine d'une certaine façon, en particulier en développant une espèce de fracture, je dirais, entre les traditionnels, pas les traditionnalistes, mais entre les traditionnels et les, entre guillemets, progressistes. Et on voit que le pape, sans rien dire, vient de réintégrer un cardinal ou un évêque allemand, américain qui avait été mis de côté parce qu'on le considérait comme trop traditionnel. Et il vient, alors si c'est confirmé, je trouve ça extraordinaire, de nommer le cardinal Sarah, qui est considéré comme un des chantres de la tradition, comme ambassadeur auprès des communautés traditionnelles, dans lesquelles il y a évidemment toutes les communautés africaines, mais également toutes les communautés traditionnelles européennes et occidentales qui se considéraient comme assez frustrées. Donc le fait d'avoir... Je trouve que la décision, d'abord, elle est très belle, d'avoir nommé cet homme-là, qui est extraordinaire, et d'autre part, de l'avoir fait tout de suite, et politiquement, c'est très bien vu. Donc je trouve que les premières impressions d'un homme politique, quand il arrive en public, sont toujours très importantes. Et je trouve qu'il fait pratiquement un sans faute pour son premier mois, et voilà. Très bien. Combien ? Merci beaucoup.
Ah, vous avez un petit peu plus d'1 minute 30 là. Mais bon, allez, vous avez un crédit. Merci messieurs. Merci Laurent pour ce beau livre que je vais dévorer ce week-end pour rien vous cacher. Et je vous souhaite à tous les meilleures choses. Et on se retrouve dans 15 jours. Peut-être que si la loi a été votée ou pas, on pourra en reparler dans 15 jours. Bref. Allez, à très vite. Merci.